Salut, c'est Gabriel. Vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo pour expliquer les significations des arcanes majeures du tarot. Un sujet quand même très vaste, donc assez compliqué à mettre en place. J'ai choisi aujourd'hui d'essayer de vous résumer les notions principales, on va dire, qui vont représenter les 22 arcanes majeures du tarot au travers de 4 jeux différents que je vais vous présenter tout à l'heure. Personnellement, j'ai commencé mon aventure avec les arcanes majeures du tarot en 97, où j'ai acheté mon premier tarot de Marseille. Alors le vieux tout moche, enfin excusez-moi Grimaud, hein, je suis désolé, mais on sent qu'il a vécu, surtout les 22 majeurs. Voilà, vieux jeu qui reste pourtant une base essentielle. Mais ce qui a été vraiment le plus révélateur pour moi, ça a été la découverte de ce livre, le Grand Livre de l'Avenir, qui parle en fait de plusieurs thématiques en regroupant plusieurs auteurs dans le même bouquin. Alors, au niveau de l'année de parution, juste par curiosité, en 2000. Ouais, donc ça fait effectivement un petit moment. Euh, on peut constater qu'il y a toute une partie qui a été plus lue que les autres, hein, on se demande laquelle c'est, forcément. En fait, dans ce livre, j'ai découvert une auteure que j'aime beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle Sylvie Simon, qui a écrit un super livre, dont en fait on retrouve un extrait ici, qui s'appelle Le Guide des tarots de Sylvie Simon. Alors, il existe dans la collection J'ai lu, en livre de poche. Moi, celui-ci, je l'ai tellement aimé que je l'ai relié moi-même pour lui donner un aspect un peu plus robuste et esthétique. Donc voilà, je me suis bien amusé. Mais il existe en livre de poche, donc sans la reliure, hein, ça c'est juste un effet. Et je le conseille vraiment, c'est un bouquin que je trouve absolument fascinant, qui détaille énormément les significations des arcanes majeures et aussi celles des arcanes mineures. Voilà, très bien fait, très détaillé, avec des points de vue assez intéressants et de très nombreuses méthodes de tirage qui sont expliquées ensuite, des plus simples aux plus complexes. Donc voilà, je ne peux pas vous montrer la vraie couverture. Je crois qu'il est plus édité, je le vois principalement que d'occasion celui-ci, mais vraiment ça vaut le coup. Donc si vous voulez aller plus loin sur les tarots, je vous conseille le Guide des tarots de Sylvie Simon, parce que ce livre-là, je pense que depuis les années 2000, il n'existe plus, même s'il était effectivement très intéressant, mais bon, c'est voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Pour ce qui est des arcanes majeures du tarot, j'ai préféré partir sur des illustrations assez classiques, donc repartir sur les premiers jeux. Nous avons ici un tarot de Marseille, mais avec un style que je trouve un peu plus joli. Donc c'est un tarot qui a été fait au Japon, inspiré du tarot de Marseille de Nicolas Convert de 1760, si je me trompe pas. Simplement, les illustrations sont un peu moins tranchées au niveau des couleurs, enfin on a quelque chose de plus joli, de plus esthétique. Mais les symboles sont vraiment respectés par rapport au tarot classique. On a ensuite le tarot d'Oswald Wirth. Alors celui-ci j'y tiens beaucoup, c'est un cadeau des amis qui me l'ont ramené du Québec. Une édition qui apparemment est assez rare. On a, grâce à Oswald Wirth, en fait, l'association entre les arcanes du tarot et les lettres hébraïques, qui donne justement un sens très intéressant aux arcanes. Mais on va en parler. Ensuite, Lo Scarabeo Tarot. Alors j'aime beaucoup cette version-là parce qu'elle va croiser en fait à la fois le Marseille, le Oswald Wirth et le tarot de Crowley. On retrouve différentes notions au niveau des tarots les plus classiques qui soient. Alors là vous allez être surpris, mais il est un peu petit. J'ai redécoupé les cartes parce que voilà, moi je n'ai gardé que les illustrations. Parce que le Scarabeo, qui est une maison d'édition extraordinaire, a plutôt tendance en général à mettre des bordures assez importantes avec du texte autour. Et je trouvais ça dommage pour ce joli jeu. Donc voilà, normalement c'est la taille du tarot officiel, hein. Bon, c'est pas le même jeu, ça c'est une version de Wirth. Hop. Mais celui-ci est vraiment beaucoup plus petit, comme vous pouvez le constater, il a été tronqué. Mais voilà, je vais quand même l'utiliser pour vous montrer les illustrations. Et enfin, on arrive à un ovni. Alors, je vous demande beaucoup euh, de recul. C'est un jeu que j'ai dessiné moi-même quand j'étais en troisième à l'époque, où j'ai représenté à ma manière les significations des arcanes majeures du tarot. Donc, on va les regarder ensemble. Ça va me permettre en fait de vous illustrer un peu plus ma façon de les interpréter. En tout cas, à l'époque, comme je l'ai pensé, et principalement inspiré d'ailleurs du livre de Sylvie Simon. Donc c'est parti pour cette petite introduction au tarot de Marseille. Voilà, j'en ai profité pour faire un petit zoom.
Juste petite parenthèse, il faut pas oublier que le tarot c'est pas une science exacte, donc ce qui veut dire que chaque personne peut y aller de son interprétation. On part uniquement sur des principes de spéculation liés à des associations qui ne sont pas prouvées, qui ne sont pas avérées. La plupart des interprétations qu'on fait aujourd'hui des cartes sont simplement des interprétations que l'on fait de symboles qui sont dans chaque carte. Donc chaque auteur y va de son idée, de son intuition, de sa logique. Aujourd'hui, moi, ça fait que ça fait un moment que je tire les cartes, que j'utilise le tarot, que je l'étudie. J'ai une bibliothèque qui déborde de bouquins sur le sujet, et c'est pas pour autant que je vais vous apporter une vérité plus juste que celle d'un autre. Donc, toujours apprendre avec des pincettes. Au contraire, voyez plutôt cette vidéo comme un complément de ce que vous pouvez déjà savoir sur le tarot ou sur ce que d'autres personnes peuvent dire. Le principal, c'est que vous arriviez à un stade où vos cartes vous parlent vraiment et vous soyez capable de les adapter à toutes les questions que vous vous posez. Hop, allez, on retourne. Et on va commencer par la carte numéro 1, qui est celle du battleur. Alors, certaines personnes aiment bien commencer par le fou, mais moi je préfère par le battleur, c'est comme ça en tout cas que j'ai appris. La carte du battleur nous montre en fait un jeune homme. On va prendre sur la version la plus ancienne. On a un jeune homme fort habile qui se retrouve devant une table. Sur cette table, on retrouve des éléments particuliers. On a ici des gobelets qui vont représenter la famille des coupes, qui est aussi la famille des cœurs dans le tarot de Marseille. On a ensuite des pièces qui rappellent la famille des deniers, on a des couteaux qui rappellent aussi la famille des épées, et enfin la baguette qui représente aussi la famille des bâtons. Donc ce qui veut dire que ce personnage, là on s'en rend mieux compte au niveau de l'illustration, on a vraiment le bâton, la coupe, l'épée et le denier. On a vraiment cette importance du fait d'avoir les cartes en main. C'est une carte qui est une carte de commencement, puisque nous sommes sur la carte numéro 1, donc c'est le lever du jour en quelque sorte, d'où un petit peu cette symbolique très aléatoire que j'ai mis sur mon illustration personnelle. On est sur une carte qui est extrêmement mystique, parce qu'en fait le bâton, si on regarde, fait vraiment une sorte de canal entre les plans supérieurs et le pentacle qui représente l'énergie de la Terre. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ce tarot-ci, où on a cette énergie cosmique qui va descendre ici, dans la main du battleur. Le battleur, c'est un jongleur, c'est un ménestrel, un illusionniste, c'est quelqu'un qui est très habile, qui est capable de faire ce qu'il veut. On est sur une personne qui a donc un potentiel énorme. Si on veut pousser un peu plus au niveau ésotérique, et mieux comprendre pourquoi j'ai 3 colonnes ici, les 3 pieds, tout simplement, de la table. La table, on ne voit que 3 pieds qui rappellent les 3 colonnes de l'arbre de vie kabbalistique si on extrapole les symboles. Bref, ici on retrouve sur le scarabéo ce plein potentiel au travers d'un magicien qui fait voler ses instruments avec grande habileté. Un véritable contrôle. Donc l'aspect positif de la carte du battleur, ça va être effectivement son habileté. Son côté négatif, puisque chaque carte a un côté positif et négatif, ça va être le côté dispersion, le côté éventuellement manque d'expérience, puisqu'on est sur un commencement, sur un départ. Donc effectivement, le battleur est avant tout l'idée d'un commencement, de quelque chose de nouveau, de frais et de très habile, mais qui peut avoir tendance à s'éparpiller ou à manquer un peu de teneur. On est au niveau des lettres hébraïques avec la lettre Aleph, qui va représenter l'unité, l'un, vraiment le principe originel, la source de toute chose, ce qui a tendance à confirmer un petit peu tout ça. Notre battleur, en fait, est une sorte de personnage qui va passer par différentes étapes, par différents portails, et chacun de ces portails sont les cartes que nous allons étudier ensemble. Sa première étape est de rencontrer la papesse. Hop, la mystérieuse papesse. Alors, premier truc qui saute aux yeux, c'est une femme qui est voilée. Elle fait un peu penser à une nonne ou une bonne sœur, on a quelque chose un petit peu dans ce genre-là. On la retrouve dans différentes versions avec ce côté mystérieux, ce côté secret. Comme c'est la deuxième carte du tarot, le 2 nous rappelle un petit peu la dualité, donc le yin et le yang, c'est pour ça aussi qu'on joue pas mal avec le damier dans ce jeu-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle porte un livre qui détient en fait toutes les connaissances et tous les secrets, ainsi que des clés qui vont rappeler aussi cette valeur-là. On a énormément de significations et de symboles qui vont représenter la religion, et le fait qu'elle soit assise sur un trône aussi, très important. Mais le plus important, c'est ce qui se passe derrière elle. On voit en fait 2 colonnes, ici et là, avec un voile suspendu derrière. Et elle garde en fait un seuil, elle garde une entrée. Souvent, les occultistes ont tendance à dire qu'il s'agit de l'entrée du temple de Salomon.
et que donc elle détient le secret pour pouvoir pénétrer dans le sein des saints. Et elle veille, elle garde un petit peu comme un sphinx, comme on peut le voir d'ailleurs ici, l'entrée de ce temple. Donc ça c'est mon adaptation, désolé j'étais très jeune à l'époque, ça a été fait avec les moyens du bord et de l'époque. Donc on retrouve là aussi ce côté mystérieux et secret que j'ai représenté avec une femme masquée au lieu d'être voilée. Les deux sphinx qui ont quand même aussi un rôle de seuil, de gardien, de protection, avec la pyramide qui pour moi est très importante, et le rideau couleur chair qui garde la porte du temple, couleur chair, ce qui veut dire donc le monde matériel, le voile de la matière qui cache l'entrée du temple spirituel. On retrouve aussi cette partie-là dans Lo Scarabeo, moins avec le côté gardienne d'un seuil, on a plutôt la partie intuitive de la papesse qui va... J'aimerais bien que la mise au point se fasse... Est-ce que... Non, ça change rien. Bref, la papesse ici est plutôt représentée comme quelqu'un de très inspiré, parce que c'est une carte qui est souvent liée à la lune, donc à l'intuition, à l'inspiration et à la médiumnité. Que dire avec cette carte? Au niveau de son côté positif, hein, c'est avant tout une femme qui est une initiatrice, qui va faire passer secrètement des stades pour réussir à lever le voile de l'illusion afin d'entrer dans le temple. Il faut savoir que justement la lettre hébraïque qui est associée à la papesse, Beith, je sais pas la prononcer, hein, désolé, j'ai pas fait hébreu à l'école. Cette lettre-là en fait signifie le temple justement, c'est les profondeurs, le féminin sacré. Donc on est vraiment sur quelque chose qui accentue encore plus l'aspect mystérieux et secret de la papesse. C'est donc une femme sage qui reste sur son trône, qui attend simplement qu'on vienne lui demander des conseils. Elle ne va pas aller vers les autres, contrairement au pape qu'on va voir juste après. Elle reste secrète, mystérieuse, et si on ne la sollicite pas, elle ne bouge pas. En côté négatif, la papesse va nous représenter beaucoup de valeurs de secrets, de choses mystérieuses, de choses cachées, que l'on ne veut pas forcément voir ou qu'on refuse de voir. Le côté aussi un peu replié sur soi, renfermé, c'est rarement une carte qui est positive sur le plan émotionnel, par exemple, puisqu'on est quand même plutôt sur une figure religieuse qui inspire plutôt le célibat. Donc voilà, encore une fois, je vous parle d'archétypes. Les tarots sont faits d'archétypes qui vont représenter une infinité de valeurs qu'on essaye de résumer là dans cette vidéo, mais l'idée c'est de comprendre un petit peu le caractère de chaque personnage qui est dans ce jeu, pour être capable ensuite d'en extraire les significations sur tous les plans. Par exemple, c'est une très bonne carte sur le plan spirituel, sur le plan de l'intuition, sur le plan de l'évolution. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est plus terre à terre et matériel, c'est une carte qui freine un petit peu. Mais ça, voilà, c'est vraiment à vous, en fonction des tirages et des interprétations, de voir comment vous décidez de l'interpréter. Ensuite, le mage, après avoir rencontré la papesse, rencontre une autre femme, totalement différente, puisque nous avons ici l'impératrice. Hop. L'impératrice est l'archétype de la mère dans le tarot. Bon alors là, à l'époque, j'ai complètement accentué sur le côté Vénus, hein, m'en voulez pas, le côté Trinité, hein, c'est une carte 3, donc voilà. Moi, je préfère plutôt l'associer à la planète Terre, hein, c'est au niveau astrologique, mais c'est pas grave. L'important sur cette carte, c'est que nous avons une femme sur un trône, couronnée, avec des ailes d'ange, qui regarde normalement vers son mari, l'empereur, qui est la carte suivante, mais ça on verra après. Sur certaines cartes, elle est même couronnée d'étoiles, un peu comme Marie. On voit qu'elle a le pied posé sur le croissant de lune, alors que la papesse est souvent coiffée du croissant de lune. L'impératrice, en fait, a réussi à dompter, en quelque sorte, ses instincts lunaires, ses émotions. Pareil, on peut aussi extrapoler sur les symboles de l'aigle sur son bouclier. Il y a énormément de choses à dire. Mais cette représentation-là, pour moi, est la plus éloquente, puisque nous retrouvons vraiment l'archétype de la mer dans un paysage fertile, verdoyant, avec ce côté généreux. L'impératrice, en fait, c'est quoi? L'impératrice, c'est une femme qui va écouter, qui va être là pour pouvoir prendre en considération ce que on lui dit, et prendre surtout en gestation les choses qu'on lui raconte. Autrement dit, l'impératrice, elle est vraiment le moule. Une fois qu'on a passé le secret du féminin au travers de la papesse, on arrive enfin à la femme qui, elle, va être capable de prendre un projet, une idée en gestation, dans son ventre,
pour ensuite le faire grandir et croître. Donc on a vraiment une carte qui est extrêmement féminine. La lettre hébraïque qui est associée, c'est la lettre guimel, hein, qui représente le chameau. Alors oui, c'est pas très flatteur, je suis désolé, mais symboliquement, on est sur justement cette notion de génération avec une grande richesse intérieure et aussi une capacité de mouvement, de croissance, de créativité. Ce qui fait partie des aspects positifs de cette carte. L'impératrice est avant tout une carte de fertilité, de créativité. On est vraiment sur des notions qui vont faire germer, qui sont toujours dans ce qui apporte. Qu'il s'agisse de soi-même ou d'une personne extérieure, l'impératrice représentera toujours cette notion de faire germer, de faire évoluer. En aspect négatif, cette fécondité en fait que l'impératrice a peut la rendre un petit peu inerte, la bloquer un petit peu sur son trône. C'est-à-dire qu'elle peut un peu se vautrer, comme on le voit ici, sur son trône, s'avachir, se laisser un peu aller en fait. On est vraiment sur cette notion du bon ben voilà, je me pose et ça s'arrête là. Donc c'est une très très bonne carte sur tout le plan émotionnel, le plan créatif, le plan professionnel, en fait sur tous les plans finalement je crois. Simplement, il ne faut pas oublier que l'impératrice peut aussi avoir un côté inerte, un côté un peu indolent, qui va se laisser un peu trop porter par les choses, et être tellement à l'écoute, tellement réceptive, que finalement, bah, il ne se passe pas grand-chose, qu'on est plus dans cet aspect, en fait, de laisser aller qu'autre chose. Ensuite, une fois que l'impératrice a été passée, nous arrivons à la carte suivante, l'empereur. Alors dans la tradition ésotérique justement, on dit que si l'impératrice porte l'enfant, c'est l'empereur qui le met au monde. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la carte numéro 4, donc la carte, je vais y arriver, la carte du concret, du matériel, des bases, du solide, la pierre cubique de Yesod, pour ceux qui connaissent un peu. On se retrouve vraiment sur des notions kabbalistiques assez profondes. Au travers du tarot, on peut retrouver de l'alchimie, etc. Mais les symboles les plus importants sont surtout dans la Kabbale, parce que ce sont beaucoup d'occultistes kabbalistiques qui ont creusé le tarot. Ici, on se retrouve sur un personnage qui n'est pas de face, contrairement à l'impératrice, qui, elle, avait tendance à regarder les gens et à les écouter. Lui, il reste en train de se projeter, il est loin, il regarde loin devant lui. Si on extrapole au niveau du symbole de la position de ses jambes, on peut retrouver le symbole astrologique de Jupiter, qui peut aussi rajouter une symbolique supplémentaire, de même que son aigle, etc. On peut aller très très loin. Ce qui est important avec l'empereur, c'est de comprendre son pouvoir de manifestation. Le côté je regarde loin parce que je sais où je vais, sans compter que si on regarde bien, je vais vous en prendre une au hasard, mais hop, ouais, celle-là ça colle pas, voilà, là ça colle plus. On a le fait que l'impératrice regarde vers l'empereur et que l'empereur regarde vers l'impératrice. C'est pas mal, hein, dans la suite logique en tout cas. Après il suffit de les mettre dos à dos pour que ça veuille dire toute une autre histoire. Mais bon, c'est pas important. L'empereur, du coup, c'est vraiment la concrétisation, la manifestation. On est sur un pouvoir de volonté qui a été canalisé. Autant l'impératrice, elle va vraiment mettre en gestation, elle va porter en elle quelque chose qu'elle va faire grandir et fructifier, autant l'empereur va lui donner corps, le manifester. C'est donc une carte de volonté, de pouvoir de volonté créative, que du coup j'ai représenté moi de mon côté avec le côté 4, avec les 4 éléments tout autour, et ce point justement très volontaire qui manifeste, qui impose, avec le fameux symbole de Jupiter qu'on retrouve dans la position des jambes de l'empereur. Voilà, tac. Donc on est vraiment sur une carte très forte qui a un pouvoir de concrétisation. En côté négatif, on peut avoir un côté trop autoritaire. Un empereur, c'est souvent avec une forte volonté. On peut avoir ici une notion d'une personne qui a tendance justement à imposer peut-être trop ses idées ou à savoir tellement ce qu'il veut et ce qu'il croit être bien qu'il ne réfléchit pas aux conséquences ou à l'impact que ça pourrait avoir sur les autres. Donc voilà. Hop. Après ce bel empereur, nous tombons sur le miroir de la papesse, à savoir le pape. Le pape, donc on le voit, il est lui aussi assis devant 2 colonnes, mais ces 2 colonnes ne sont plus voilées, donc en fait il ne cache plus rien. Il a même des disciples qui sont à ses pieds, qui sont représentés plus petits pour montrer la grandeur spirituelle en fait du pape, avec ses différents étages, on va dire, qui vont montrer l'enseignement, la transmission. Donc on est vraiment sur un personnage sacré, mystique, mais qui lui, contrairement aux autres, va avoir tendance à exprimer.
L'importance sur la carte du pape, c'est d'avoir un personnage qui est en train de transmettre, en train d'apporter. C'est la carte du conseiller, de la personne qui va dire des choses. Alors, du coup, il peut aussi avoir un côté un peu trop paternaliste ou un peu vieux jeu parfois, parce que bah, le pape, il est pas forcément super funky, hein. On n'est pas sur une personne très moderne, on va dire, en tout cas dans le tarot. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de connaissances et de sagesse. Moi, de par mon côté païen, j'ai préféré jouer un petit peu sur ce sens-là avec Merlin, remplacer le pape par un arbre en fait, avec ses yeux, et deux espèces de yogis en guise de disciples, et le pentacle, puisque c'est la chiffre 5, on est bien sur la carte numéro 5 avec le pape, hein. Et donc j'aime beaucoup ce symbole. Avec les lettres hébraïques sur cette carte, on est sur la lettre He, qui représente le souffle divin, l'inspiration, la vivification, en fait, la conscience. Donc ça confirme bien ce côté transmission. D'ailleurs, ça me fait penser que pour l'empereur, je n'ai pas parlé de la lettre, oui, de la lettre qui correspondait. La lettre qui correspond à l'empereur, excusez-moi, je reviens en arrière, c'est la lettre d'Aleph, qui représente le seuil, en fait, la manifestation, la concrétisation, le passage, en fait. C'est vraiment le fait de passer une porte. On retrouve d'ailleurs ici le symbole d'Aleph qui est caché dans sa version d'alphabet phénicien. Mais voilà, donc ça c'était juste la petite parenthèse. On revient sur le pape, donc l'expression, la communication. Son côté bémol, c'est peut-être le côté un peu rude, un peu vieux jeu, mais néanmoins, ça reste un très bon conseiller. Ou ça peut aussi être de mauvais conseils quand elle ressort dans le mauvais sens. Hop, on continue le chemin avec la carte de l'amoureux. Alors la carte de l'amoureux, c'est une carte qui est souvent comprise à tort. On va souvent dans les tarots modernes y représenter deux personnes en train de s'embraser, s'enflammer, s'embrasser, s'unir, alors que, à l'origine, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une question d'union, mais une question de choix. La carte de l'amoureux, c'est un homme qui hésite, regardez, il a un pied dans chaque direction, qui hésite entre deux femmes. L'une qui lui promet un plaisir immédiat, assez sensuel, et l'autre qui lui promet quelque chose de plus prude, mais peut-être de plus durable. En fait, la carte de l'amoureux peut, par extrapolation, représenter une union, mais à la base, c'est surtout le choix du cœur. L'amoureux, c'est l'amour qui doute, c'est l'émotionnel qui est soumis à différents désirs. On peut le retrouver donc dans différentes cartes. Hop. Là, on voit bien les deux chemins différents, avec une femme plus dévêtue et une femme plus prude, on va dire, avec ici l'ange qui ne se mouille pas, hein. On voit bien qu'il pointe la flèche sur lui et sur aucune des deux, contrairement au tarot de Marseille, où il y a quand même déjà plus ou moins une influence. Dans la version de le Scarabeo, j'aime bien parce que on peut finalement travailler sur cette notion de dualité où on retrouve la femme et l'homme qui portent chacun les quatre éléments. On a la coupe et le pentacle ici, l'épée et le bâton là. C'est assez joli. Je trouve que c'est bien fait. Et dans ma version à moi, un cœur avec un point d'interrogation, hein, quand on est une gosse, je crois que c'est le plus simple pour représenter le doute, avec cette dualité où on a le bleu spirituel d'un côté, hein, ces roses bleues sur un fond bleu qui inspire plutôt le côté assez éthéré des choses, et les roses rouges sur un fond enflammé avec toutes leurs épines qui parlent plutôt de désir. Voilà, cette notion avec les deux flèches qui partent dans des directions opposées. C'est comme ça en tout cas que moi je m'étais représenté à l'époque cet arcane. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est la lettre hébraïque qui est associée à la carte de l'amoureux. On est sur la lettre Vav. Et en fait, la lettre Vav, c'est le médiateur. C'est-à-dire que c'est une lettre qui indique une sorte de pilier qui est fait pour unir les opposés de manière harmonieuse. Donc on se retrouve finalement avec une notion assez intéressante, où cette notion de doute, d'hésitation entre deux femmes, entre deux personnes en tout cas, peut représenter aussi le fait d'être le trait d'union entre ces deux opposés, entre ces deux extrêmes. Et ça, c'est quelque chose que nous allons comprendre avec la carte suivante. Nous arrivons, après cette carte de doute, de choix et d'hésitation, mais aussi de libre arbitre, hein, forcément, à l'arcane du chariot. Le chariot, l'un des symboles les plus forts dans la chronologie des tarots, c'est qu'on retrouve ici les deux femmes de la carte précédente qui ont été, donc blanche et noire, hein, on a vraiment ce côté yin-yang, qui ont été réunies toutes deux
sur le même chariot. Donc on revient à cette notion de médiateur qu'on a vue avec la carte de l'amoureux, qui cette fois-ci est dirigée. Le chariot peut représenter le voyage, mais pas forcément qu'un voyage physique. On parle aussi beaucoup de voyage intérieur, d'où d'ailleurs mon illustration. On est sur quelque chose qui permet de voyager, d'être sur une évolution, une avancée. Euh, mais qui, voilà, l'avancée, mais qui va nécessiter de contrôler sa monture, parce qu'on a toujours deux chevaux qui vont soit regarder dans des directions opposées, soit être diamétralement opposés, et c'est en fait au personnage, au centre, de réussir à les canaliser pour réussir à les faire avancer dans la bonne direction, dans la direction que lui choisit. Donc c'est une carte qui va parler d'avancée, d'évolution, de direction qui est prise, de forte volonté en fait de pouvoir avancer sur ce que l'on souhaite. Mais qui représente aussi une route difficile, qui n'est pas forcément évidente. Moi, voilà, j'avais bien aimé insister sur la notion voyage intérieur, sur plutôt le voyage spirituel, on va dire. Le fait de plonger en soi, avec la flèche du Sagittaire, hein, qui représente ce côté... bah, l'archer qui décide d'où est-ce qu'il va décocher avant de décocher, enfin, c'est un petit peu ça. En négatif, on est quand même sur une carte qui peut aussi parler d'ambition démesurée, sur le fait de ne pas faire attention au chemin, de regarder plus la destination que le chemin parcouru. Mais en positif, c'est une carte d'avancée, d'évolution, qui permet de bouger, de faire avancer les énergies vers quelque chose de différent. Et une fois qu'on a avancé, vers quoi se dirige-t-on? Hop. Ah oui, au niveau de la lettre hébraïque de la carte du chariot, on est sur Zayin, qui est effectivement le glaive, hein, qui représente l'outil qui permet de manifester la volonté. Tac, la lettre qui est ici. Soit le glaive, soit la flèche d'ailleurs, hein. C'est l'instrument qui permet le triomphe et la lutte victorieuse. Donc on revient un petit peu sur la notion dont on parlait tout à l'heure. Revenons donc à la justice. Cette belle justice. Elle est un peu froide, mais bon, elle a son rôle. En fait, la carte de la justice, elle est assez éloquente. On nous parle forcément de discipline, de karma, de loi de cause à effet. Certains peuvent aussi y voir la pesée des âmes, hein, avec la balance. On a quand même cette épée qui est là aussi pour trancher quand le besoin, quand il y a besoin. On est sur une conscience qui est éclairée. Certains jeux vont même lui bander les yeux pour dire que la justice est aveugle, mais on est avant tout sur cette symbolique d'équilibre. Donc la carte de la justice va nous parler d'un équilibre. Hop. Très belle aussi comme ça. De ce fameux équilibre et avec cette capacité de trancher. Donc on peut y voir la justice divine, on peut y voir énormément de choses. Celle-ci aussi est très intéressante. Bon, celle-là, elle est forcément beaucoup moins, elle est beaucoup plus simple. Mais voilà, ça c'était le côté un peu pesé des âmes. La lettre qui est associée est la lettre Ace, qui est en fait la lettre de la barrière, hein, l'obstacle, hein, le défi. En fait, la lettre hébraïque que cette carte est censée illustrer n'est pas forcément tant une carte de justice, mais plutôt une carte de défi, comme si la vie mettait une barrière en fait sur le chemin, sur l'avancée en fait du chariot. C'est comme si le chariot s'était un peu trop emballé, hop, et clac, la justice lui tombe dessus comme une barrière. C'est un petit peu ça l'idée. Hop. Donc en positif, on est sur une carte qui va représenter le fait d'être équilibré ou de chercher à équilibrer les choses, le fait d'être capable de trancher avec justesse dans une situation ou par rapport à une question, etc. Donc c'est une carte qui est assez intéressante. Après, en partie négative, on a effectivement quelque chose d'un peu limitant, de bloquant. On est plutôt sur l'idée d'une carte qui va pas forcément nous aider à avancer, mais plutôt à prendre conscience de certaines choses, à réaliser nos erreurs pour être capable d'avancer différemment. Ou ne pas avancer même, puisque nous arrivons sur la carte de l'ermite. Très très belle carte. L'ermite, on est sur un personnage solitaire qui marche avec son bâton et sa lanterne qui éclaire l'intérieur de son manteau. Normalement, il est vraiment sur un paysage désertique, hein, dans la plupart des jeux, on le voit voilà, dans quelque chose d'assez stérile, hein, au niveau du paysage. C'est une carte qui est très
lente. On est sur quelque chose qui n'évolue pas. C'est un peu l'inverse du chariot hein, dans l'idée. On est sur une carte qui est plutôt sur une intériorisation, sur le fait de se replier sur soi-même. C'est pour ça que dans mon jeu, je l'avais représenté par un miroir, tout simplement. C'est l'être face à lui-même pour moi, l'ermite. Oui, d'ailleurs j'avais mis un H. Bon, on s'en fout. Oui, avec la lettre ici. La lettre qui va représenter l'ermite, c'est Tate, qui est justement le serpent qui se mord la queue, le Roboros, hein, qu'on retrouve hein, ici dans sa forme phénicienne. On est sur la notion de repli, le refuge, la protection et tout le domaine de l'inconscient. Donc l'ermite, en fait, de sa lampe qu'il tient dans sa main, il va chercher à mettre la lumière à l'intérieur de lui. C'est pas autour qu'il essaye d'éclairer avec sa torche, c'est à l'intérieur. Et le but, en fait, de l'ermite, c'est de réussir à rallumer la lumière en lui. Donc même si c'est une carte qui de prime abord peut faire un peu austère, c'est surtout la carte du cheminement intérieur, d'une véritable évolution en fait. C'est un stade nécessaire, un repli qui permet justement d'avancer vers une prise de conscience. Qui nous mène ensuite à une autre prise de conscience, la roue de la justice. Une carte très très étrange, avec des personnages assez loufoques, qui sont en train de tourner sur une roue bizarre. Voilà, donc ça c'est sûr que c'est pas la plus simple à interpréter. Il y a beaucoup de d'interprétations différentes de cette carte. Hop, comme on peut le voir, on tourne quand même plus ou moins autour de la même notion. L'idée de base, c'est avant tout le côté cyclique. Les choses qui tournent, la roue qui tourne. Quand on est en haut, on ne tarde pas trop à redescendre, et quand on est en bas, on ne tarde pas trop à remonter. Voilà, c'est toujours cette notion de cycle, mais de cycle incontrôlable. L'importance dans la carte de la roue de la fortune, c'est de se dire que cette fortune, c'est la fortune divine en fait. On ne choisit pas, c'est la main des dieux. Et d'ailleurs, littéralement, puisque la lettre hébraïque qui représente cette carte, c'est le yod, qui représente la main qui donne en fait, la main divine, la main de Dieu en quelque sorte, qui donne sa loi, qui donne son épreuve, qui donne ce qu'il a envie de donner en fait. Et qui apporte justement son lot de surprises, bonnes ou moins bonnes, et toujours de manière cyclique. Et donc c'est une carte qui va représenter les avancées, les évolutions, comme quoi on n'est jamais en permanence avec une certitude, on n'est jamais tout le temps la tête en bas, ni tout le temps la tête en haut, et finalement tout tourne en permanence, on est toujours dans une évolution qui fait que la roue tourne. Donc il y a aussi un côté karma qui peut tomber là-dedans, mais c'est encore au-delà de ça, c'est plutôt la justice pour le karma. Au niveau de la roue de la fortune, c'est vraiment l'intervention divine, qui permet justement de rappeler qu'on ne peut pas tout contrôler et que certaines choses ne dépendent pas de nous. Donc c'est une carte qui peut être autant positive que négative, puisqu'elle peut indiquer bonne ou mauvaise fortune, ce qui est assez pratique d'ailleurs quand on la tire à l'endroit ou à l'envers, hein, pour les personnes qui aiment bien justement tirer dans les deux sens. On a la bonne fortune d'un côté et la moins bonne de l'autre forcément. Mais après, rien qu'avec un sens endroit, c'est amplement suffisant pour réussir à la comprendre. Et une fois qu'on a saisi que il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, nous tombons sur quoi? La force, qui est une carte justement de maîtrise et de contrôle. La carte de la force est très très intéressante, puisque nous voyons une belle femme, légère, qui tient du bout des doigts, délicatement, la gueule ouverte d'un lion. On n'est pas sur une Amazone en train d'arracher la mâchoire du lion, hein. On est vraiment sur une personne qui est dans la douceur. Regardez ici. On a une intelligence bienveillante, on a de la douceur, de la délicatesse jusqu'au bout des doigts. Elle ne force pas, c'est pas Hercule, hein. Celle-là est encore plus parlante, je trouve, hein. On est plutôt sur une compréhension, sur une force qui se fait par la douceur. La carte de la force, c'est vraiment cette notion d'apprendre à maîtriser les choses, mais sans brutalité. Ça, c'est quand on s'arrête au symbole premier de la carte. Mais si on commence à creuser par rapport à la lettre hébraïque, on se rend compte que le personnage principal n'est pas la force, mais le lion. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette lettre, c'est la lettre Kaf, qui représente la main qui reçoit, le réceptacle en fait, qui reçoit l'esprit dans la matière. Donc finalement, on parle de l'orgueil du lion, qui doit accepter en fait cette fameuse main divine, ce fameux rôle du destin, pour lâcher prise pleinement en fait. Donc la carte de la force est souvent vue comme une carte de contrôle, de maîtrise, ce qui est effectivement le cas. C'est une carte qui peut indiquer que vous prenez le contrôle de quelque chose, que vous prenez confiance en vos capacités, en votre puissance, en votre intelligence, etc. Mais ça peut aussi être un rappel de vous dire attention. Attention parce que tu peux aussi être ce lion, et pas uniquement la force. Et accepte peut-être parfois de te laisser dompter
par des choses qui sont plus grandes que toi, dès lors que c'est avec bienveillance. Et une fois qu'on accepte cette leçon, on arrive à l'arcane du pendu. Alors une arcane qui fait un peu peur sans forcément, bien sûr, qu'il y ait de grandes raisons. Alors déjà, il est pendu par le pied et pas par le cou, donc c'est pas du tout une mort. Et l'histoire dit qu'il s'est pendu lui-même par le pied. C'est une figure qui rappelle, selon certains, l'épisode où Odin s'est suspendu à Yggdrasil, l'arbre-monde, pour obtenir le secret des runes en sacrifiant l'un de ses yeux. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. On est vraiment sur un sacrifice volontaire. La carte en fait du pendu nous parle d'un sacrifice qui est choisi, qui est voulu, pour se détacher de la matière et avancer vers le spirituel. Pourquoi? Parce que le pendu a ses bases complètement inversées. Vous voyez, il marche sur le ciel et il a la terre pour ciel, alors que normalement on est dans l'autre sens. Donc le fait de changer de point de vue permet complètement de moduler, de modifier sa perception et de plonger en fait dans l'inconscient. On est sur quelque chose qui est complètement différent. J'aime beaucoup cette représentation. Pareil, énormément de symboles, hein. On peut jouer sur le fait que ce soit sa jambe gauche, donc spirituelle, qui soit debout, et que la jambe droite est repliée derrière, qui rappelle l'empereur inversé. Comme si l'empereur avait finalement compris qu'il n'était pas possible de tout mettre en place. On peut même compter les bouts de branches pour tomber sur 12. Enfin bon, on peut s'amuser à plein de choses. Mais pour faire bref, puisque c'est quand même l'idée, cette carte va représenter le dévouement, le sacrifice, le renoncement, un lâcher-prise total qui est choisi, qui est voulu, pour justement se défaire du matériel. Regardez toutes ces pièces qui tombent de ses poches. Il le choisit en fait, de se délester en quelque sorte de ce qui ne lui est plus utile pour se consacrer au spirituel. C'est pour ça que moi je l'avais appelé le platonique. Basique, hein. très, très pragmatique. Et une fois que nous avons eu ce sens de sacrifice, que se passe-t-il? Nous arrivons à la transmutation. La fameuse arcane sans nom, puisque normalement elle ne porte pas de nom. Bon oui, sauf sur la mienne, bien sûr, j'avais fait quelques erreurs déjà à l'époque. J'ai pas parlé juste de la lettre hébraïque qui est associée au pendu. On est sur la lettre Lamed, qui rappelle justement la discipline, l'expiation, aussi le rôle maître à élève. Donc on est vraiment dans ce dévouement, dans ce lâcher-prise. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc l'arcane sans nom, que certains appellent la mort, forcément, puisqu'on a quand même une grosse faucheuse dessus, hein, quel que soit le jeu, qui ne coupe pas d'ailleurs dans le même sens en fonction des jeux, ça peut avoir une importance, mais bon, on en parlera peut-être une autre fois. C'est une carte qui fait peur et pourtant elle ne devrait pas, parce que c'est une carte qui indique le fait de transmuter quelque chose, et c'est pour ça que j'ai préféré la représenter par une porte, puisqu'il s'agit d'un seuil. Le fait de tourner une page, de lâcher quelque chose, de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. C'est vraiment cette idée de trancher, de clore une porte pour être capable justement d'en ouvrir une autre. Il n'y a pas de mort physique en fait, c'est très très rare, moi j'ai jamais eu le cas. Au travers de cet arcane-là, on est vraiment sur cette notion de passer un cap, passer un seuil. Pareil, on a les personnages couronnés qui sont en bas, on peut retrouver l'impératrice, l'empereur, enfin on peut vraiment faire beaucoup de choses hein, avec les symboliques, la position des mains, des pieds qui restent, le fait qu'elle se coupe un pied, enfin bon, il y a 2-3 trucs à raconter, mais ce serait trop long. Et ce qui est très intéressant, c'est la lettre hébraïque qui est associée en fait à cette carte, hein. À l'arcane sans nom, c'est la lettre même qui représente la grande mère, en fait, les eaux originelles. Donc on est vraiment sur cette notion de régénération plutôt qu'autre chose, avec la matrice, les cycles, etc. Donc pour toute personne qui tombe sur cette carte, vraiment n'ayez pas peur de l'arcane numéro 13, de l'arcane sans nom. Ce n'est pas une carte de mort, c'est une carte de renaissance. Moi franchement, j'aurais préféré limite la représenter par un papillon qui sort de sa chrysalide ou quelque chose comme ça, on aurait été plus juste. Parce que même si ça passe par une transmutation forte et violente, on est avant tout sur un symbole de régénération, sur quelque chose qui va dépouiller de ce qui n'est plus utile pour avancer vers autre chose. Donc là quand même notre magicien de la première carte, notre battleur, il a fait quand même pas mal de chemin jusqu'à sa mort symbolique. Et ensuite, il va guérir grâce à la carte de la tempérance. Une carte très complexe aussi. La carte de l'ange qui va représenter bien sûr les anges gardiens, qui peut représenter énormément de choses. On est au travers de la tempérance
sur une figure angélique, positive, qui transvase en fait d'un vasque supérieur vers un vasque inférieur. Dans certains jeux, le vasque du haut est bleu et celui du bas est rouge. Alors pareil, je vous parle pas du langage des couleurs, mais il y a énormément de codification dans ce jeu, enfin dans le tarot par rapport à tout ça. Pardon. On voit d'ailleurs dans ma représentation que ici on a un vase bleu qui se verse dans le rouge. Pourquoi? Parce que le bleu dans le tarot représente l'immatériel et le spirituel, et le rouge représente le matériel. Donc cette carte représente aussi la manifestation, la densification des idées. Donc après la carte de la mort, après l'arcane sans nom, on se retrouve avec quelque chose qui permet une manifestation dans le physique extrêmement différente. Et donc on parle souvent de régénération, de guérison. On peut aussi parfois parler, de par ce personnage angélique, de l'intervention des anges gardiens. Il y a vraiment possibilité d'y voir beaucoup de choses, mais c'est avant tout une carte d'apaisement. Le nom parle de lui-même, de toute façon, la tempérance, le fait de se tempérer, de s'équilibrer. Et là on retrouve bien justement cette notion d'équilibre au travers de cet alchimiste, on va dire, qui est en train de mélanger, si la mise au point veut bien, allez, faut vraiment que je trouve comment j'ai réglé ça. Bref, et on retrouve bien ici cet alchimiste, en quelque sorte, qui verse dans un autre contenant, ah voilà, avec ce yin-yang sur le cœur, une aile noire, une aile blanche, on a vraiment une notion ici qui est très très intéressante, parce qu'on a cette dualité qu'on retrouve dans cette carte au travers de différents traits, alors tous très différents les uns des autres, hein, mais voilà. Moi j'ai rajouté les petites croix rouges très bêtes pour présenter la guérison et la santé, c'est un peu niais, mais je vous rappelle, j'étais jeune. Ouais. Mais c'est vraiment une très très belle carte celle-ci. Au niveau de la lettre qui est associée, on est sur la lettre Nun, qui représente le grand œuvre, la mutation, le fait justement d'échanger, de mélanger les choses de manière harmonieuse. Donc on retombe vraiment là-dessus. En positif, on est donc sur une carte qui parle d'apaisement, etc. Sur un plan plus négatif, c'est parfois le fait de trop relâcher certaines choses, le fait de parfois aussi s'obstiner dans la volonté de vouloir matérialiser certaines choses. Mais bon, c'est pas vraiment la carte la plus négative qui soit. Autre carte qui fait bien peur, une fois qu'on a bien guéri, on arrive au diable. Haha. Alors pareil, ça fait partie des cartes qu'en général on n'aime pas trop dans le tarot, et pourtant elle est assez rigolote. On a effectivement une belle représentation qui rappelle le Baphomet, hein, avec personnage très androgyne en fait, qui représente le diable. On a les cornes de cerf qui peuvent nous rappeler Cernunnos, mais avec des ailes de démon, avec une épée sans manche, donc qui fait quand même mal à porter. Enfin, il y a beaucoup de symboles là aussi. Ce qui est assez important par rapport à cette carte, ce sont surtout les deux petits personnages que l'on retrouve enchaînés. Alors on peut y retrouver, selon certaines personnes, les personnages de l'arcane de l'amoureux, mais on verra surtout qu'il s'agit des personnages qu'on retrouve dans le soleil. Ici on a un homme et une femme qui sont enchaînés au socle du diable. Donc on va mieux le voir dans d'autres jeux. Voilà, là c'est particulièrement voilà, le Baphomet par excellence, hein, avec Solveig Coagula. On a beaucoup de symbolique ésotérique. Et ici, ce sont deux satyres, deux faunes, on va dire, qui sont enchaînés. C'est la carte qui va représenter la matière. Donc c'est une carte qui, en fait, est extrêmement positive sur le plan financier, sexuel aussi, parce qu'on parle quand même pas mal de passion, même si elle peut être assez dévorante. Bon, là, celui-là, il est un peu lugubre, j'avoue. On se voit un peu dans un film d'horreur, là. Mais bon, l'idée est la même, on retrouve ces deux personnages. Et là, on retrouve bien, par contre, les personnages de l'amoureux dans cette version-là, qui sont tous les deux enchaînés. Moi, dans ma version, j'ai préféré miser simplement sur le pentacle inversé en noir, avec surtout les chaînes, hein, et le côté androgyne aussi, avec Mars et Vénus en association. Cette carte donc qui fait assez peur représente, comme je le disais, tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. Donc c'est une très bonne carte pour les affaires, etc. Mais elle a quand même avant tout un symbole négatif, et son principal symbole négatif, c'est la carte de l'enchaînement. Là, on a des personnes qui sont bloquées, qui sont complètement dépendantes en fait de cette matière. C'est ce symbole en fait. Et d'ailleurs, la lettre hébraïque en fait qui est ici, c'est la lettre Samek qu'on retrouve juste là, cette espèce de pilier, qui est en fait justement un poteau, qui est un soutien
donc pour soutenir une tente par exemple à l'époque, mais dont on est dépendant. On ne peut pas se passer d'un poteau dans une toile de tente par exemple, c'est un peu l'idée. Donc on y est attaché. Et la carte en fait du diable représente cette nécessité de matière, mais à laquelle on est dépendant et attaché. Et toute cette difficulté justement, c'est de réussir à se détacher de ce socle. Donc cette carte va surtout nous parler de choses qui sont limitantes, qui peuvent être effectivement positives sur un plan matériel et concret, mais qui apportent leur lot d'emprisonnement, leur lot de négatifs. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Après avoir guéri, c'est dommage de tomber là. Mais bon, forcément, quand on fait des erreurs, qu'est-ce qui se passe? On se casse la figure. Autre carte qui est généralement pas très appréciée, la tour. Et pourtant, elle est tellement belle. On peut y voir l'histoire de la tour de Babel, où les hommes ont cherché par orgueil à monter au niveau des cieux, en construisant une tour pour atteindre le ciel. Et donc Dieu est censé avoir puni en détruisant la tour. Parmi les symboles intéressants, on voit que les personnages qui tombent ne sont pas morts. On voit qu'ils sont capables de se redresser pour reconstruire. Autre point intéressant, les fenêtres. On a ici les 2 yeux physiques et le 3e œil. C'est uniquement la couronne qui est enlevée. Sur la tour, on enlève seulement l'ego, l'orgueil, la couronne. C'est le seul truc qui est décoiffé. Parce que si vous regardez, dans tous les autres étages, on garde la conscience et la vision. Et toute la structure en elle-même reste là. Donc c'est effectivement une carte de destruction. On est bien avec la tour sur quelque chose de brutal, quelque chose qui se termine, mais pour mieux recommencer. L'idée c'est que toutes les pierres qui vont tomber vont être réutilisées pour continuer la construction en tenant compte de cette erreur d'orgueil, pour ne pas recommencer en fait. Hop. Oh, celle-ci est un peu plus catastrophique. Elle est jolie quand même. Bon, celle-là elle est extrêmement simpliste. Mais voilà, l'idée en fait de la tour, c'est vraiment cette prise de conscience qui fait que, ok, on a fait une boulette, on va revenir en arrière. D'ailleurs, on voit souvent l'œil, puisque la lettre hébraïque qui est associée justement à la tour, c'est le Ayin, qui représente l'œil divin, justement la source, qui détruit les illusions en fait, pour apporter la prise de conscience. Donc c'est une carte avant tout d'avertissement, qui va dire, attention, là, on est en train de déconstruire quelque chose parce qu'il y a eu une erreur. Il y a quelque chose qui a été fait par orgueil, par ego, ou de manière déplacée, qui n'est pas justifié, qui n'est pas juste. Donc, attention, on a l'impression que tout s'écroule, alors que c'est simplement un petit bout qui s'écroule. Et pour mieux se reconstruire après, sans tenir compte des erreurs. Donc on peut y voir aussi un symbole de punition dans son aspect négatif, mais c'est avant tout un mal pour un bien qui permet en fait une prise de conscience. Et quelle est cette prise de conscience? La belle étoile. On y voit souvent l'étoile Vénus, l'étoile du matin. La carte de l'étoile, on est vraiment sur un symbole très très riche. Moi je l'aime beaucoup. Pour moi c'est une carte que je représente comme une fleur souvent. J'explique aux gens que l'étoile c'est une fleur qui s'ouvre. Voilà, c'est la carte de l'espoir, de l'épanouissement, de cette verticalité, cette connexion en fait au plan supérieur. On est vraiment sur cette intuition qui descend, et on voit bien d'ailleurs avec les vasques qui coulent, les deux vers le sol, vers l'eau et la terre, on a vraiment ce symbole. Mais ce qui est plus important encore avec la carte de l'étoile, c'est qu'elle est nue. Elle ne cache rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de matière. On a vraiment réussi à passer toutes les épreuves en arrivant jusqu'à la destruction de la carte de la tour pour se défaire de ce qui n'est plus utile. Et on retrouve vraiment dans tous les jeux cette notion de nudité qui est essentielle en fait dans la carte de l'étoile, qui apporte justement cette authenticité, le fait de ne pas se cacher, ne pas se voiler. Ce qui est intéressant, c'est que la lettre hébraïque qui est associée, c'est la lettre P qui correspond au verbe, le verbe créateur, avec vraiment le côté parole pleine d'espoir, toutes les choses qu'on peut exprimer en fait. Et c'est un petit peu ce que représente le fait de déverser ces 2 vasques dans l'eau et sur terre. Pareil, encore beaucoup de symboles, même le nombre d'étoiles, enfin il y a beaucoup de choses à interpréter. Mais voilà, en résumé, ça c'est une carte d'épanouissement, une carte d'espoir qui permet de s'épanouir, qui conseille d'être authentique, de ne pas porter de parure, bon là, basique aussi, hein, qui conseille de ne pas porter de parure inutile en fait, tout simplement, d'être juste soi, d'être authentique afin de pouvoir vraiment transmettre ce qu'on est censé transmettre. Et cette nudité, cette authenticité, forcément, ça perturbe.
Nous arrivons à la carte de la Lune. Encore une carte très complexe, où il y aurait énormément à dire. On a deux chiens qui hurlent sous la Lune, on a des gouttes qui remontent vers la Lune pour rappeler l'action magnétique de la Lune sur les marées, on a ici deux tours qui sont plus ou moins opposées, une écrevisse qui remonte du fin fond d'un bassin. Enfin, ouais, il y a deux, trois trucs à raconter sur celle-ci. Euh, La carte de la Lune, c'est une carte qui va voguer entre l'intuition et l'illusion. C'est une carte de rêve, c'est une carte de nuit. Ce qu'elle vit, ce qu'elle indique, se trouve vraiment dans le subconscient, dans l'inconscient. On est sur une carte qui nous confronte à ce que l'on refoule, à ce qui est caché. Et cette écrevisse, le signe du cancer en fait à l'époque, remonte à la surface. C'est-à-dire que toutes les émotions refoulées dans l'inconscient remontent vers la Lune, qui les attire un peu comme les marées. Voilà, on en a plusieurs versions. Là, on a juste le crabe du cancer qui est en train de sortir de l'eau sur un pentacle. Et moi, je l'avais représenté de cette manière-là, l'ombre de la lune, en fait, avec un peu d'égyptien au-dessus, mais on retrouve un peu le profil de la papesse, qui cette fois-ci est carrément à contre-jour, on va dire, pour montrer uniquement l'ombre. Parce que pour moi, la papesse va représenter, donc la carte 2, va représenter l'intuition. Là, on est plus sur le voile de l'illusion et sur cette espèce de doute. Au niveau des lettres hébraïques, la lune, c'est Tsadé, et c'est justement la lettre qui va vraiment représenter l'intuition, parce qu'il s'agit du harpon, en fait, qui sonde l'inconscient, qui sonde les abîmes, qui va en profondeur dans les choses. La lettre Tsadé, c'est ça, c'est un hameçon qui descend au fin fond des eaux, et on a justement cette écrevisse qui remonte en appel à ça. Sauf que là, sur ces cartes, on voit que c'est juste attiré par la lune. Et une fois que toutes ces émotions ont refait surface, puisque donc en positif, on a bien sûr l'intuition, l'émotionnel et les choses qui sont en train d'être évacuées, en négatif, on a forcément la confrontation à ce qu'on n'a pas toujours envie de voir. Mais heureusement, on arrive ensuite à la carte du soleil, qui est l'une des plus belles cartes du jeu, puisqu'on est sur une carte d'illumination. Souvent associée à la carte du Gémeaux, on retrouve en fait nos deux personnages qui étaient coincés au pied du diable, qui ont réussi à évoluer, qui ont réussi à se transcender. Et cette fois-ci, c'est étonnant d'ailleurs, je suis en train de vérifier, mais normalement les gouttes vont dans l'autre sens. Bref. On a donc une carte qui est pleine de richesses symboliques. On retrouve même des petits points sur les côtes qui rappellent d'autres personnages qu'on a vus dans d'autres cartes. Mais c'est avant tout une carte de bonheur partagé. On est sur le côté rayonnant, la joie, les choses qui se passent bien. Bon, là, on n'a plus le côté à deux, mais c'est pas grave, il a l'air content quand même. Et moi, je l'avais représenté par le Bouddha, tout simplement. Un être solaire, en paix, serein. Et pourquoi justement ce Bouddha? Puisque dans l'alphabet hébreu, cette carte est associée à la lettre Kof, qui est le symbole du chat d'une aiguille. Autrement dit, le dépouillement. Cette carte parle d'un bonheur, mais ce bonheur, pour pouvoir être atteint, nécessite de se dépouiller de tout ce qui est superflu, afin de passer au travers du chat d'une aiguille. On retrouve d'ailleurs dans les coins, tac, le symbole de l'alphabet phénicien, avec justement le chat de l'aiguille. Vous voyez ce rond avec ce trait? Voilà. Et l'idée c'est ça, c'est réussir à se dépouiller, à trouver son bonheur dans le dépouillement. C'est une joie, c'est un bonheur qui peut bien sûr annoncer des joies matérielles et plein d'autres choses, mais à la base, c'est une carte qui indique une voie d'illumination qui passe par le fait de se défaire de ce qui n'est plus nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu d'étapes de mort, de renaissance, de purification au travers de tout le chemin, que là encore on arrive à cette étape de lâcher vraiment les dernières des dernières choses pour réussir à passer au travers du chat d'une aiguille. Je trouve ça assez joli. Donc l'aspect négatif, on va dire, de cette carte, ça peut être justement cette importance de dépouillement, le fait de un peu tout perdre en quelque sorte. On peut aussi avoir le fait de se brûler les ailes, de voler un peu trop haut. Enfin, il y a plein de choses à pouvoir dire sur cette carte-là, mais encore une fois, l'essentiel, c'est vraiment de s'écouter. Ça reste avant tout une carte quand même très positive. Une autre carte qui arrive ensuite, on a bientôt fini, courage. C'est la carte du jugement. Pareil, une carte qui est assez incomprise puisque très complexe. Ce qui se passe en fait, c'est l'ange du jugement qui appelle à sortir du tombeau un défunt. Et il y a des gens émerveillés qui le saluent. Donc on peut voir l'ascension du Christ ou plein de choses. Enfin, il y a moyen
de polémiquer pareil sur la forme et la couleur du drapeau, enfin tout est possible. Avant tout, ce qu'il faut retenir de cette carte, que c'est une carte de renaissance, une carte de résurrection, de sortir du tombeau. Le personnage principal est donc ici, c'est le consultant, la personne qui décide de renaître pleinement à elle-même. Maintenant qu'elle a réussi à se dépouiller assez pour passer au travers du chat d'une aiguille, elle décide de renaître en écoutant les trompettes du jugement dernier. Donc les trompettes du jugement ou les messages de l'ange, on peut le voir aussi comme ça, parce que c'est simplement peut-être la trompette de Gabriel qui annonce, puisque c'est l'archange quand même annonciateur, ça peut aussi être simplement ça. Donc c'est une carte qui va dire, attention, prête, attention aux guidances, écoute les guidances de tes guides, de tes anges, c'est ainsi que tu réussiras à sortir du tombeau, en quelque sorte. Voilà, on revient vraiment sur cette notion-là. Là, ici, on a un ange qui est acclamé dans un joli cimetière. Et moi, je l'avais simplement présenté comme un ange qui passe les portes du paradis. Voilà. Quelque chose dans ce goût-là, je ne sais plus exactement ce que c'était. Et la lettre hébraïque qui représente la carte du jugement, c'est la lettre Reish, qui représente la tête. Et la tête, c'est vraiment le siège de l'esprit, la conscience. Donc on revient encore sur cette notion de dépouillement du physique pour réussir à passer une ascension spirituelle au travers de l'esprit. Parce qu'à l'époque, la tête représentait plutôt le siège de l'âme plutôt que celui du mental. Et une fois qu'on a réussi cette résurrection, qu'est-ce qui nous attend? Petit feu d'artifice, l'une des meilleures cartes du tarot, le monde. Le monde qui est en fait une sorte d'aboutissement, d'apothéose. On est sur une carte qui est avant tout une carte de consécration, de réussite. On a beaucoup de symboles qui indiquent un équilibre trouvé avec une forme très protectrice en fait tout autour. La présence des 4 éléments au travers des représentations de différents saints. On a des archétypes en fait qu'on peut retrouver même dans l'alchimie par exemple, ce genre de choses. On a un personnage ici qui danse, une danse étrange, que moi je me suis amusé à représenter comme la danse de Shiva, que j'ai aimé faire au féminin cette fois-ci. Voilà, donc c'est lui sans être lui, puisque c'est plutôt elle, mais bon, bref, on s'en fout. On retrouve donc une carte qui parle d'une évolution, d'une consécration, quelque chose qui est une forme d'aboutissement, la fin du chemin. On est sur, ça y est, je me suis réalisé, je sais qui je suis, le battleur qui manquait d'expérience a traversé toutes les portes, toutes les épreuves, pour arriver à sa consécration finale. Et d'ailleurs, au niveau des lettres hébraïques, on est sur la carte Tav, qui représente le tout, le mystère en fait révélé, et l'achèvement. On est vraiment sur le bout du chemin avec la carte du monde. On est sur cette apogée, cette apothéose, cette conclusion, le côté happy end. Elle a quand même forcément un côté aussi un peu négatif, puisque c'est une carte qui est très sociale. Elle peut parfois nous parler d'un côté un peu trop dépendant des autres, ou trop sujet aux réflexions des autres. Donc voilà, ça pareil, c'est encore à voir en fonction du ressenti ou des questions. Et qu'est-ce qu'il peut bien y avoir après une telle apogée? La dernière carte, qui est aussi la première carte, parce que si vous regardez bien, elle n'a pas de numéro. Oui, bon, d'accord, sauf ici. Elle n'a pas de numéro normalement parce qu'en fait cette carte est censée être la première et la dernière. Les cartes du tarot auraient été retrouvées en cercle et on aurait la clé de voûte en fait ici, au travers de cette carte, qui serait à la fois le début et la fin. Pourquoi? Pourquoi ce fond serait à la fois le début et la fin? Pourquoi est-ce qu'il serait après le monde et avant le battleur? Eh bien simplement parce que regardez, son baluchon, c'est son expérience. Il est coiffé de plein de choses complètement bizarres. Il ne tient absolument pas compte du chien qui est en train de lui lacérer le mollet. Alors ça dépend, il y a différentes bestioles en fonction des tarots. Là c'est un chien il me semble. On a le chien, le chat qui peut représenter les instincts animaux, les instincts sauvages, qui ne lui apportent absolument rien du tout. Donc il ne regarde même pas. Et il avance vers son chemin. On retrouve cette même idée dans quasiment tous les tarots, avec cette notion d'avancée, d'évolution. Mais pourquoi du coup il est représenté comme un fou? Simplement parce que le parcours qu'il a vécu lui a donné une maturité que personne ne peut comprendre. Donc son originalité d'esprit, c'est justement sa sagesse, la sagesse des fous. Il y a une carte que j'aime beaucoup dans le tarot des fées, où c'est justement un fou, mais qui est recouvert de clés. Et pour moi, c'est exactement la représentation que je me fais de cette carte, en fait. C'est la sagesse du fou ou la folie des sages, on le voit comme on veut. Et du coup, moi je l'ai représenté par cette espèce d'ascension, d'envolée vers un nouveau chemin. Comme si après justement avoir passé les portes du paradis, on montait sur un autre plan pour recommencer un autre cycle. Puisque l'importance surtout de cette carte-là, c'est qu'elle nous permet de revenir
au battleur, qui va recommencer un autre cycle sur un autre plan. Donc voilà, au niveau de la lettre hébraïque, on est sur la lettre Shin qui représente la force vitale avec ce feu divin, la confiance et le dynamisme, donc on est vraiment sur cette avancée avec toute cette conscience. Donc le battleur de début est devenu le fou qui va redevenir un autre battleur sur un autre chemin pour expérimenter encore et encore ce différent seuil d'évolution qui lui permettra progressivement de monter les marches jusqu'à son illumination, hein, parce qu'on peut parler d'échelle de Jacob, on peut parler de plein de choses comme ça. Mais voilà pour ce qui est de cette explication des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ça a été un peu plus long que ce que je pensais, je m'excuse, je suis vraiment désolé, mais comment résumer des trucs aussi puissants en si peu de temps? J'espère que je vous aurai pas trop perdu en route. Le but c'est vraiment de vous démystifier un petit peu tout ça et de vous donner une approche globale par rapport à comment interpréter les 22 arcanes majeures. J'espère de tout cœur que ça vous aura plu. N'oubliez pas que ce n'est qu'un point de vue, ce n'est pas une vérité absolue, j'insiste là-dessus. C'est vraiment quelque chose que j'ai développé par rapport à mes lectures, à mes études, à mes expériences. Donc voilà, ce n'est que mon point de vue. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle pas, et voilà, créez votre propre histoire, créez votre propre ressenti par rapport aux cartes. Faites vos recherches, attribuez vos correspondances comme vous le souhaitez. Écoutez-vous avant tout, puisque le but c'est que chacune de vos cartes vous parle à vous. Donc voilà, je vous remercie encore infiniment pour ce visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça vous a plu. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye.